Le Mali dénonce un abandon en plein vol de la France, propos tenus à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU par le Premier ministre malien. Il pointe du doigt la fin de l'opération Barkhane. Dans le même temps, Bamako aurait contacté des mercenaires russes de la société Wagner. Moscou nie toute implication. Qui pour gouverner l'Allemagne? On sera fixé dimanche en début de soirée. Pour l'heure, les candidats ont jeté leur dernière force dans la bataille. Angela Merkel était également de la partie. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, sur l'île de la Palma, dans les Canaries, l'activité du Cumbre Vieja s'est encore intensifiée ces dernières heures. 3 villes supplémentaires ont été évacuées. Les autorités appellent au calme. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur France 24. On commence avec cette polémique au Mali qui n'a cessé d'enfler. Elle est désormais confirmée par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Bamako aurait fait appel à des mercenaires russes pour renforcer sa sécurité face aux djihadistes. Des mercenaires de la société Wagner, et ce, alors que la France a décidé de mettre fin à l'opération Barkhane au Sahel. Paris, qui est accusé par le Premier ministre malien, je cite, d'un abandon en plein vol. On l'écoute. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Aussi, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Et si Sergueï Lavrov reconnaît que le Mali tente de recruter des mercenaires russes, il rejette l'idée de contacts diplomatiques entre les deux pays. Il ajoute ne pas être impliqué. Je vous le rappelle, la société Wagner est réputée proche du Kremlin, mais officiellement, le groupe n'existe pas en Russie puisque les sociétés privées militaires y sont interdites. Les explications de Paul Gogo, notre correspondant à Moscou. Le bruit courait depuis quelques jours et l'annonce par les services de renseignement français il y a quelques jours d'une possibilité de signature de contrat entre le gouvernement malien et le groupe paramilitaire russe Wagner. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est exprimé sur ce sujet alors qu'il est en ce moment aux États-Unis à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Et il a confirmé que des contacts avaient bien lieu en ce moment entre cette organisation paramilitaire et le gouvernement malien. Il faut rappeler, c'est important, que les mercenaires, les groupes paramilitaires sont illégaux en Russie. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que le ministre des Affaires étrangères ne s'est pas étalé sur ce sujet, qu'il n'a pas développé, qu'il n'a pas donné d'informations particulières, parce que d'après lui, il a insisté, le groupe Wagner n'a aucun lien avec les autorités russes. On sait pourtant d'expérience, et notamment de par la Centrafrique, mais aussi dès l'apparition de ce groupe paramilitaire en 2014 dans l'est de l'Ukraine, que ces soldats recrutés en Russie et projetés à l'étranger comme une armée sont en fait étroitement liés à l'armée russe. Ce qu'il faut comprendre, et c'est certainement ce que les services de renseignement français ont voulu faire passer comme message en dévoilant cette information, c'est que quand on fait du business avec Wagner, on fait du business avec la Russie, avec le Kremlin. D'après les services de renseignement, et ça le ministre n'en a pas parlé dans son intervention, ce sont près d'1 millier de formateurs militaires qui pourraient donc arriver dans les semaines qui viennent au Mali pour former les soldats de l'armée malienne, mais aussi participer à la protection des personnalités politiques du pays. Mais on sait aussi par expérience que lorsque ces mercenaires payés pour travailler, pour agir dans ces pays, arrivent dans un de ces pays, ils ne se contentent souvent pas que de protéger les personnalités ou former des soldats. On les retrouve très souvent sur le terrain. On l'a vu en Syrie, en Libye, en Ukraine, en Centrafrique. La question est donc de savoir si nous assisterons à cela aussi dans les semaines qui viennent au Mali. On en vient désormais à ce qui ressemble à un échange de prisonniers entre le Canada et la Chine sous la houlette de Washington. D'un côté, Meng Wanzhou, la directrice financière du chinois Huawei. De l'autre, 2 Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor. Tous ont été libérés et ont pu rentrer chez eux. Accueil avec les honneurs pour la fille du patron du géant des télécommunications après 3 ans d'assignation à résidence à Vancouver. Arrivée plus discrète pour les 2 Michael détenus en Chine pour des soupçons d'espionnage. On fait le point avec Alice Broga.
Comité d'accueil et tapis rouge. Une arrivée en grande pompe pour Meng Wanzhou, de retour sur le sol chinois après 3 ans d'assignation à résidence au Canada. La directrice financière et fille du patron de Huawei avait été arrêtée en 2018 à la demande des États-Unis. Le pays demandait son extradition, l'accusant de fraude et d'avoir menti pour contourner ses sanctions contre l'Iran. Après 3 ans de crise diplomatique entre la Chine, les États-Unis et le Canada, un accord a été trouvé vendredi entre Washington et Huawei. En échange de sa libération, les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor ont pu quitter la Chine et rentrer dans leur pays, accueillis par le Premier ministre Justin Trudeau. Les 2 hommes ont passé plus de 1000 jours en détention en Chine, accusés d'espionnage. Une manœuvre qualifiée de diplomatie des otages par de nombreux pays. We have worked tirelessly for the past 2.5 years to get them home. I want to once again highlight the incredible work done by so many. Des arrestations qui étaient devenues des symboles des fortes tensions entre les États-Unis et la Chine, notamment dans les domaines du commerce et des technologies. Je vous le disais en titre, fin d'une ère en Allemagne, celle d'Angela Merkel après 16 ans au pouvoir. Pour la dernière fois ce samedi, la chancelière n'a pas hésité à mouiller le maillot. Elle est venue au secours de son poulain conservateur Armin Laschet, légèrement devancé par les sociaux-démocrates. On écoute Angela Merkel, elle était à Aix-la-Chapelle. Il s'agit de votre avenir, de l'avenir de vos enfants, de l'avenir de vos parents. Et ce n'est que tous les 4 ans que vous avez l'opportunité de décider au niveau fédéral qui doit façonner cet avenir pour vous à Berlin. Et c'est donc Olaf Scholz, le social-démocrate, qui est donné favori. Armin Laschet a pourtant bénéficié du soutien du plus grand parti politique d'Allemagne, mais sa campagne ne s'est pas passée comme prévu. Les sondages prédisent un résultat catastrophique pour l'Union chrétienne-démocrate. Regardez ce reportage, il est signé Anne Maillet, Willy Mahler et Nick Spicer. C'est une campagne qui a viré au chemin de croix. Armin Laschet, le candidat conservateur, était donné gagnant il y a quelques mois. Il se bat désormais pour sa survie politique. Ich will diesen Kampf führen. Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik werden und danke für Ihre Unterstützung. Le dauphin d'Angela Merkel est à la peine, en 2e position dans les sondages derrière le Parti social-démocrate. Impopulaire, il a plombé sa campagne. Lors des inondations dévastatrices dans l'ouest de l'Allemagne, on l'a vu pris d'un fou rire alors que le président présentait ses condoléances aux victimes. Le candidat déçoit jusqu'aux électeurs conservateurs. Tja, ein bisschen schleppend. All dieweil wir sagen, wie er schon heißt, Laschet, der ist so Laschet. Die Wahlen sind ja jetzt noch nicht gemacht und ich schätze, dass die SPD da ganz vorne liegen wird. Sur le terrain, les députés conservateurs ne lâchent rien et agitent la menace d'un basculement à gauche. Es kommt wirklich auf wenige Stimmen möglicherweise an, wer hat die Nase vorn, die SPD oder wir als Union. Pour Jan Marko-Luschak, la campagne s'arrêtera dimanche à l'ouverture des bureaux de vote. Wir werden bis Samstagabend, möglicherweise auch noch in der Nacht von Samstag zu Sonntag noch dafür werben, dass möglichst viele Stimmen bei der Union sich versammeln, weil es geht am Ende wirklich um eine Richtungsentscheidung. Ich glaube, das wird immer mehr Menschen bewusst. Le Parti conservateur a bien gagné quelques points dans les sondages ces derniers jours, mais la menace reste entière. Avec Armin Laschet, la CDU pourrait retrouver les bancs de l'opposition. Das wäre für die CDU doch eine erhebliche Zäsur. Andererseits kann man als Politikwissenschaftler sagen, tut es jeder Partei auch mal gut, in die Opposition zu gehen und sich programmatisch und personell zu regenerieren. Face à la débâcle annoncée, Armin Laschet mise désormais sur la cote de popularité de la chancelière. Angela Merkel a été appelée en renfort pour soutenir les derniers meetings de campagne. Et ne ratez pas notre édition spéciale à suivre ce dimanche à partir de 18h. Elle sera présentée par Ashreen Verdian, accompagnée en plateau de nos chroniqueurs et nos correspondants à Berlin décrypteront les résultats au fil de la soirée. Les tout premiers devraient tomber vers 19h, suivis des traditionnels discours des candidats.
Bain de foule en Sardaigne pour Carles Puigdemont qui a donc fêté sa libération. Arrêté jeudi, le leader indépendantiste catalan a été libéré vendredi et autorisé à quitter l'Italie. L'Italie qui doit encore trancher sur la demande d'extradition déposée par l'Espagne. Carles Puigdemont sera fixé le 4 octobre prochain. Il est poursuivi pour sédition et détournement de fonds publics. On l'écoute. Je me sens très bien. Je suis très content d'être là et de profiter de cet événement. Cet événement culturel et linguistique pour rappeler et renforcer les liens entre Alguero et la Catalogne. J'ai l'habitude d'être persécuté par l'Espagne. Mais à la fin, c'est toujours pareil. Je suis libre et je vais continuer le combat. Direction maintenant la Suisse, dernier pays d'Europe de l'Ouest à ne pas marier les personnes homosexuelles. Jusqu'à présent, il n'avait que la possibilité de conclure un partenariat enregistré avec des droits réduits. Cela pourrait changer puisque ce dimanche, le pays se prononce sur le mariage pour tous. Reportage de Laure Wagner en Lausanne. Déborah et Lorenza s'aiment depuis bientôt 8 ans. Pour les deux mamans du petit Joëlé, fonder une famille était une évidence. Mais en Suisse, elles n'avaient pas la possibilité de recourir à la procréation médicale assistée. Pour un couple de femmes qui a un projet de famille, ça signifie aller à l'étranger, d'entamer des relations avec une clinique à l'étranger, des réunions par Skype. Et après, voilà, dès qu'on ovule, prendre l'avion et partir. Ce qui est aussi stressant. Après l'accouchement de Lorenza, le couple a conclu un partenariat enregistré qui permet à Déborah d'adopter leur fils à partir d'une année de vie commune. Pour toute la première année, l'enfant il n'a qu'un parent. Et si à ce parent il y a quelque chose qui arrive, voilà, ça devient légalement assez compliqué. Le mariage pour tous met fin à toutes les inégalités de traitement entre les personnes homosexuelles et hétérosexuelles. Un cap franchi par l'Église protestante réformée de Suisse qui bénit déjà les couples du même sexe dans certains cantons, comme Genève. Nous avons compris que Dieu accepte toute personne humaine, quelle que soit son orientation sexuelle et affective, et que c'est nous, comme Église et comme institution, qui les avons exclus, et que ça n'avait plus cours, et que nous avions comme responsabilité à accueillir l'amour de ces personnes, leur besoin d'être bénis. Un accueil bienvenu pour Déborah et Lorenza, qui sont toutes les deux chrétiennes. Ça reste une jolie chose de célébrer l'amour et donc pourquoi pas pouvoir faire une cérémonie une fois où on est sur le même plan que n'importe quel autre couple, un peu dans le même filon qu'au niveau civil, au niveau religieux, c'est pareil en fait. Les deux femmes aimeraient se marier à l'église d'ici 1 an et baptiser leur fils en même temps. On termine avec le volcan Cumbre Vieja sur l'île de la Palma aux Canaries. Je vous le disais en titre, le risque de nouvelles explosions est bien présent. L'aéroport est d'ailleurs toujours à l'arrêt en raison de l'accumulation de cendres. De nouveaux foyers de lave se sont ouverts et une partie du cône du volcan s'est effritée. Pour autant, les autorités se veulent rassurantes. Bilal Tarabé. L'éruption ne faiblit pas, bien au contraire. Le Cumbre Vieja est entré dans une phase explosive. Ici à Tarouya, les habitants se tiennent prêts à évacuer. Con nervios. Ayer era ondas expansivas que llegaban aquí a casa, te temblaba la casa, te estremecía. Face à l'avancée de la lave et à la diffusion des fumées toxiques, 3 villages supplémentaires, soit plus de 150 personnes, ont été évacués. La date de leur retour reste incertaine. Todavía tendremos que darnos al menos 24 horas para evaluar que las personas de estos 3 barrios evacuados puedan estar seguras o no. Le nuage de cendres dégagé par le volcan, lui, a provoqué la fermeture de l'aéroport de La Palma. Le seul moyen pour quitter l'île espagnole, désormais, c'est de prendre le ferry. El volcán es un espectáculo. Yo es el tercero que he conocido.
Pero lo que se necesita no es ver venir a espectáculos, sino solidaridad, solidaridad. Depuis le début de l'éruption du Cumbre Vieja dimanche dernier, plus de 400 bâtiments ont été détruits, près de 6000 personnes ont été évacuées et 15% de la production de bananes, la principale activité économique de l'île, pourrait être menacée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Restez avec nous sur France 24.